60 ans après l'indépendance nationale, quel est l'état du réseau routier guinéen? Nous sommes allés chercher la réponse auprès d'un ingénieur des ponts et chaussées. De 1958 à nos jours, les routes urbaines et interurbaines sont dans un état piteux. Il y a des explications. Makiso Amar Alexila. L'une des causes principales de la dégradation poussée des voiries urbaines et interurbaines est la mauvaise gestion des infrastructures routières, mais aussi l'intervention des intempéries selon cet entrepreneur de ponts et chaussées. Nous calculons toujours les ouvrages en fonction d'un certain pourcentage d'aléas. Mais quand l'estimation a été totalement dépassée par l'aléa, ça peut aller. Alors, quand vous avez à la fois les aléas de la nature, vous avez les surcharges, vous avez le manque de suivi, vous avez le vieillissement. Quand au moins 3 des indices tels que je viens de citer se rencontrent au niveau d'un seul ouvrage, il n'y a pas de doute que ces ouvrages-là soient complètement inefficaces. L'octroi des marchés de construction des routes doit se faire par appel d'offres. À cela s'ajoute le suivi des travaux de réalisation des infrastructures, a indiqué Balamoussa Konaté. Le ministère des Travaux publics se prépare activement pour rebondir sur toutes les dégradations. Pas la redondance, ce qui a été fait, qui est en train d'être détruite, mais non, d'autres dégradations qui se sont prononcées. Il y a des mesures phares, je suis sûr de ce que je dis, pour franchement intervenir à ce niveau. Vous avez vu, il y a 2 ou 3 ans, tout le monde criait que nos routes sont suffisamment dégradées. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas en train de crier encore, parce que le mal est grand, mais je pense que des efforts antérieurs récemment qui ont été faits sont de nature à ce qu'aujourd'hui on peut quand même quitter chez soi en haute banlieue pour être à Kaloum sans trop se dire que c'est la dégradation de la route qui est à la base. Sur le réseau routier, il convient de constater que la plupart des routes sont quasiment impraticables, surtout en cette période des grandes pluies. Elle était presque laissée aux soins de la nature, la mosquée Faisal. Mais ce vendredi s'ouvre une nouvelle page pour cette maison de Dieu. Elle va être entièrement rénovée. Le secrétariat général des affaires religieuses a même remis le chantier à l'entreprise Yula et Frères. Une bonne nouvelle pour une mosquée inaugurée en 1984. Reportage Mamadou Saliba, Aboubakar Din Kamara. Construite sous le premier régime, la mosquée Faisal ne peut plus cacher sa vétusté. De l'extérieur à l'intérieur, la grande mosquée du pays montre ses souffrances. Portes bricolées, murs détériorés, persiennes et système de verrouillage, le secrétaire général des affaires religieuses en sait quelque chose. Au moment de pluie, vraiment c'était des problèmes énormes pour nous en tant que musulmans, en tant que chefs religieux. C'est peut-être la fin du système D et le début d'un grand ménage, car ce vendredi, des travaux de rénovation de la mosquée sont lancés. C'est l'entreprise de construction Yula et Frères qui est choisie pour changer l'image de la mosquée. Cette rénovation consiste tous les secteurs, que ce soit la plomberie, que ce soit la menuiserie bois, la menuiserie métallique, que ce soit la peinture et d'autres infrastructures, il s'agit de la construction, reprendre tout ce qui est travaux d'électricité au niveau de la grande mosquée, mais l'enceinte de la grande mosquée, d'abord la grande mosquée là où se passe la prière, mais aussi les annexes, c'est-à-dire le complexe islamique, le logement des imams, tout ce qui est dans la grande mosquée. Pour cette rénovation, 5 millions de dollars sont mobilisés, financés entièrement par l'Arabie Saoudite. L'implication du président de la République a été nécessaire. Le grand imam est juste content. Je n'ai pas de mots de dire aux Guinéens, car quand on est très content, les mots nous manquent de dire ce que nous voulons le dire. Mais quand même, je suis très heureux, très content. Auparavant, ils ont organisé une lecture du Saint-Coran pour montrer leur satisfaction. Les travaux de rénovation vont durer 18 mois.
Le réseau de convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a tenu récemment à Kindia un atelier de synthèse sur les recommandations issues des forats communautaires. L'objectif est de définir des nouvelles approches d'information et de sensibilisation des communautés dans les zones cibles du projet. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Awal Kamara. Ce projet fait suite à l'initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec ses partenaires dont l'UNFPA, l'UNESCO et l'OIM. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les zones à risque. Il était donc question pour les participants d'harmoniser les recommandations pour l'élaboration d'un plan d'action d'intervention communautaire. Ce présent atelier qui nous unit, qui a pour objectif de définir de nouvelles approches d'information et de sensibilisation des communautés dans les zones cibles du projet, dans le cadre de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, fait suite d'une initiative du gouvernement guinéen avec les partenaires. Ces animateurs et ces points focaux ont consulté sur le territoire environ 500 leaders d'opinion, issus de toutes les catégories socio-professionnelles du pays, pour les écouter, pour les présenter le phénomène en soi, le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Aucun pays n'est à l'abri du phénomène de terroriste quand on sait qu'il devient de nos jours récurrent. C'est pourquoi les responsables de la ville haute se sont réjouis de l'initiative. Aucun pays n'est à l'abri. Aucun. Même les pays les plus organisés, les pays les plus puissants, en l'occurrence les États-Unis, la Russie, en sont toujours victimes. Donc déjà, si vous prenez l'initiative de communiquer, de parler et d'échanger avec tous les acteurs sociaux de ce pays, c'est déjà une avancée. Plus de 25 participants composés des 18 points focaux des zones à risque ont consulté environ 500 leaders d'opinion issus de toutes les catégories socio-professionnelles pour des échanges autour du phénomène de radicalisation et d'extrémisme.